Et nous sommes de retour. Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons de la Croix du Mont-Royal qui fête cette année son centenaire. Avec des centaines de cas de hantise répertoriés, Montréal mérite amplement sa réputation de ville la plus hantée d'Amérique du Nord. Et la mission de Montréal Hanté est de vous faire découvrir certaines de ces histoires de fantômes à travers nos capsules éthériques en anglais et en français chaque 2 samedis, ainsi que par des promenades thématiques ou des tournées des bars. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Mais maintenant, parlons fantômes. La Croix du Mont-Royal est un des symboles les plus emblématiques de Montréal. Perchée sur la montagne et haute de 30 mètres, elle peut être vue jusqu'à 80 km à la ronde lorsqu'illuminée la nuit. Enracinée dans l'histoire coloniale de la ville, la croix est pour de nombreux autochtones un symbole de génocide. La montagne ayant servi de lieu de sépulture pendant des millénaires pour les Mohawks ainsi que d'autres Premières Nations, certains estiment que la Croix du Mont-Royal profane ce lieu sacré. Le 1er mai 2022, un groupe autochtone appelé les Mères Mohawks déclara que le moment était venu de démonter la croix. Dans un reportage de Global News, elles firent remarquer que le symbole religieux repose sur un territoire autochtone non cédé. Une résidente Mohawk de Kahnawake, Elisabeth, réagit en disant « Bien, je suis contente qu'elle veuille enlever la croix. Elle représente les églises qui ont torturé ces pauvres enfants autochtones innocents. » Et elle ajoute « Montréal est hanté par des âmes sans repos qui ont été enterrées partout dans la montagne, comme me l'a dit un jour un aîné. » Ces informations sont corroborées par des preuves archéologiques ainsi que par l'histoire orale autochtone. Il existe également des rumeurs de sépultures autochtones dans les environs de l'hôpital Royal Victoria, ainsi qu'à la Croix du Mont-Royal elle-même. Selon les experts, le site où se trouve la croix est le théâtre d'activités paranormales. Les chasseurs de fantômes ont capturé des photos d'orbes et des images floues de ce qui pouvait être des esprits rôdant dans le boisé. Selon un enquêteur de Toronto, lorsque je suis arrivé à la structure métallique géante, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. J'ai été pris de panique. Alors que j'installais mon équipement, je sentais que des yeux me fixaient depuis le boisé et mes oreilles bourdonnaient comme si quelqu'un parlait de moi en mal. Cette nuit-là, j'ai enregistré toutes sortes de phénomènes de voix électroniques et des images fantomatiques. Je me suis jamais senti aussi mal dans ma vie que pendant cette enquête. Heureusement, ces sentiments se sont atténués alors que je descendais la montagne dans l'obscurité. Le Mont-Royal fait partie d'une chaîne de montagnes connue sous le nom de Montérégienne. Situé au centre de l'île de Montréal, il atteint 234 mètres à son point culminant. Le Mont-Royal s'est formé il y a environ 125 millions d'années lors d'une intrusion souterraine de magma. Celui-ci n'a pas atteint la surface et a été figé en profondeur. Toute cette région était sous l'eau jusqu'à il y a environ 10 000 ans. Lorsque les eaux se sont peu à peu retirées, la montagne est d'abord apparue comme une île. Les ancêtres de la Première Nation Mohawk ont appelé l'île Tchotchak, ce qui signifie là où les courants se rencontrent, car elle était à la convergence de plus d'une douzaine de rivières, formées au retrait des eaux. Ils appelaient la montagne le lieu du feu parce qu'ils y érigeaient souvent un grand phare afin de guider les délégations commerciales et les diplomates d'autres Premières Nations lors d'importantes conférences. La montagne était également considérée comme une terre sacrée et était utilisée pour les embaumements, les corps étant enterrés en position fétale comme le voulait la coutume. Profitant du sol fertile, les ancêtres de la Première Nation Mohawk construisirent un village au pied de la montagne,
Important centre commercial de plus de 5000 habitants, celui-ci était ceint d'une palissade de bois et comptait plus de 50 maisons longues. Les habitants ne se contentaient pas de faire du commerce, mais cultivaient également ce qu'on appelle les trois sœurs, le maïs, les haricots et les courges. Pendant des milliers d'années, le village autochtone prospère, jusqu'à l'arrivée en 1535 des Français, sous l'égide de Jacques Cartier. Celui-ci revendique toute la région au nom du roi et rebaptise la montagne Mont-Royal en l'honneur de François Ier. Le nom apparaît sur les cartes ultérieures utilisées par les navigateurs européens et finit par s'imposer. Aujourd'hui, la grande majorité des Montréalais ne savent pas que le nom original du Mont-Royal était Otirec. Les Français reviennent en force en 1642. Le village de la montagne a mystérieusement disparu, ouvrant la voie à la colonisation de l'île. Selon les Français, bien sûr. En réalité, les Mohawks se sont retirés temporairement vers le sud, au cœur de leur territoire, en raison de la guerre avec d'autres Premières Nations, alliées aux Français, et d'une épidémie apportée par les colonisateurs. Paul de Chemédé, sieur de Maisonneuve, est envoyé par une organisation ultra-catholique de Paris appelée Société Notre-Dame pour la conversion des peuples sauvages de la Nouvelle-France, pour y établir une colonie. En 1942, il arrive avec 3 bateaux de soldats, de colons et d'autorités religieuses et ils établissent un fort appelé Ville-Marie dans ce qui est le Vieux-Montréal maintenant. Ce fort devait être une sorte de nouvelle Jérusalem, une ville religieuse consacrée à la conversion des Premières Nations au catholicisme. La colonie connaît une paix relative jusqu'à ce que la Première Nation Mohawk apprenne l'année suivante que les Français ont colonisé l'île, ce qui déclenche une guerre brutale qui durera jusqu'en 1701. Avant cette guerre, la jeune colonie religieuse a fait face à un désastre le 24 décembre 1642, leur première veille de Noël. Un arbacle a en effet fait monter les eaux du fleuve, menaçant d'inonder la colonie. Le sieur de Maisonneuve, Jeanne Mance et les colons prirent la Vierge Marie de les délivrer de la montée des eaux. De Maisonneuve construit une croix en bois à cet endroit et promet de la porter au sommet du Mont-Royal si l'inondation se calme. Miraculeusement, les eaux se retirent. Fidèle à sa parole, le 6 janvier de l'année suivante, de Maisonneuve gravit la montagne et plante une croix de bois sur le Mont-Royal pour remercier Dieu de les avoir épargnés. L'emplacement de la croix n'est pas le même que celui du symbole actuel. En effet, elle est située beaucoup plus en bas sur la montagne, quelque part le long du chemin de la Côte-des-Neiges actuelle, au nord du Grand Séminaire. Lors d'un pèlerinage à la croix en 1653, Maisonneuve découvre que celle-ci a été détruite par les Autochtones. Il confie alors à l'institutrice Marguerite Bourgeois, nouvellement arrivée, la mission d'ériger une nouvelle croix et de la protéger par une palissade de pieux. Accompagné d'une trentaine d'hommes et d'un habile ébéniste nommé Gilbert Barbier, Bourgeois passe 3 jours à superviser la construction d'une nouvelle croix entourée de la palissade. Plus tard, celle-ci participera à la fondation de l'inquiétant pensionnat du fort de la montagne dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Lorsque l'armée britannique prend le contrôle de la ville en 1760, la croix est enlevée. En effet, les autorités britanniques, en tant que protestants, souhaitent que ce symbole catholique soit retiré du paysage urbain. Au cours du 19e siècle, les catholiques se manifestent et demandent que l'on érige un nouveau symbole religieux sur la montagne. Lorsque le maire anticlérical Honoré Beaugrand reçoit une proposition pour une titanesque statue en bronze de la Vierge Marie, haute de 61 mètres, il rejette immédiatement l'idée. Cette statue aurait été plus haute que la Statue de la Liberté, qui ne fait que 46 mètres si on exclut le pédestal. Au début du 20e siècle, la Société Saint-Jean-Baptiste propose d'ériger une nouvelle croix sur la montagne, version beaucoup plus haute qui serait installée au sommet.
Cette fois-ci, elle a un allié en la personne du maire Médéric Martin, un catholique qui aimait, si vous pardonnez l'expression, faire chier les anglophones de Montréal. La croix en acier est conçue par un prêtre sulpicien. Pendant que les architectes préparent les dessins, d'autres adeptes recueillent des fonds. Plus de 40 000 adultes catholiques et 100 000 enfants vendent des timbres commémoratifs à 50 cents l'unité, ce qui permet de recueillir 10 000 $ au cours de la longue campagne. Pesant 26 tonnes, la croix se compose de 1830 pièces reliées par 6 000 rivets. Les plans initiaux prévoient une tour d'observation au sommet, mais cette idée est abandonnée pour des raisons financières. Le 24 décembre 1924, la croix est illuminée pour la première fois, ce qui permet de la voir à environ 80 km à la ronde. Il convient également de noter que la croix change parfois de couleur. Autrefois, les ampoules incandescentes devaient être changées manuellement, une tâche qui prenait beaucoup de temps. Mais en 1992, un système de fibre optique a été installé pour remplacer les ampoules vétustes. La couleur peut maintenant être modifiée en appuyant sur un bouton. Elle passe généralement de sa couleur dorée blanchâtre à un violet profond lorsqu'un pape meurt. Elle demeure ainsi jusqu'à l'élection d'un nouveau pape, pour reprendre sa couleur d'origine. Ce fut le cas pour Pie XII en 1958, Paul VI et Jean-Paul I en 1978 et Jean-Paul II en 2005. Lorsque le pape Benoît XVI a pris sa retraite en 2013, plusieurs Montréalais furent déçus que la croix ne change pas de couleur. La croix a également changé de couleur pour d'autres événements. Violet pour la mort du roi George V en 1936, jaune pour la Grande Mission, un événement du diocèse de Montréal en 1960, bleu pour les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste sur le Mont-Royal en 1975 et rouge pour marquer une marche contre le sida dans les années 80. En 2004, la ville a pris officiellement possession de la croix. Aujourd'hui, elle est équipée de caméras et de détecteurs de mouvement qui alertent la police dès que quelqu'un tente de l'escalader. Mais pour en revenir à la question de savoir si la croix du Mont-Royal a été érigée sur un cimetière autochtone, cette hypothèse est tout à fait plausible. Historiquement, les Européens ont montré pratiquement aucun respect pour les nombreux cimetières autochtones qui se trouvent sur la montagne et ailleurs sur l'île. Dans Lumière sous la ville, quand l'archéologie raconte Montréal, les archéologues ont localisé l'emplacement exact de certains de ces cimetières autochtones. L'un d'eux, entre autres, se trouve sous le cimetière protestant du Mont-Royal. Il n'est pas surprenant, d'ailleurs, que le fantôme le plus connu qui erre dans ce cimetière soit celui d'un guerrier algonquin. On en trouve un autre exemple sur une carte coloniale où il est noté « Cimetière des Sauvages » juste à l'extérieur des murs de la ville, au nord du séminaire des Sulpiciens. Il existe très peu de données historiques sur les personnes qui ont été enterrées à cet endroit et sur les raisons de ces enterrements. S'agit-il d'Autochtones tués ou exécutés par les autorités françaises? Ou est-ce ceux qui se sont convertis au catholicisme avant de décéder? Ou bien le cimetière était-il déjà présent lorsque les Français ont colonisé l'île? On ne le sait pas vraiment. Aujourd'hui, un condominium de luxe appelé Les Étoiles se trouve sur le site et il n'y a même pas de plaque historique pour marquer l'emplacement. La construction sur des lieux de sépulture autochtones est un thème récurrent de nombreux romans et films d'horreur, et cela se termine presque toujours mal. La croix du Mont-Royal étant considérée comme un symbole de génocide par de nombreux peuples autochtones, l'idée de la retirer vaut vraiment la peine d'être débattue. Pendant trop longtemps, les colons européens ont insisté pour que l'histoire, la culture et les langues autochtones soient effacées et remplacées par des versions européennes. À l'ère de la vérité et de la réconciliation, le moment est venu de trouver des moyens d'inverser cette tendance inquiétante. Et vous, avez-vous déjà ressenti d'étranges sensations en présence de la croix du Mont-Royal ou y avez-vous aperçu d'étranges phénomènes?
Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à nous faire part de toute autre expérience que vous pourriez avoir eue ou nous suggérer des enquêtes pour nos prochaines capsules. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.